Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Il se passe quelque chose de tragique qui s'insinue en nous, qui compromet notre avenir, qui affecte gravement les tréfonds même de notre être collectif et que nous n'avons pas vu venir, dont nous ne ressentons pas encore la présence et la terrifiante nuisance, alors qu'elle nous envahit tous les jours un peu plus. Oui, nous ne la voyons pas alors qu'elle nous déborde, parce que notre conscience assoupie ne sait plus saisir les signes de la déchéance, parce que la putréfaction est un phénomène progressif. Rien ne pourrit subitement. Ce qui nous affecte et nous dégénère n'est pas perceptible parce qu'il décompose lentement, mais non moins inexorablement, le tissu social, les fondements mêmes de ce qui nous constitue. Une tare qui nous ronge et qui finira par nous faire mourir si nous ne savons pas l'exorciser. Un succube qui a pour nom la haine. La haine. Oui, nous n'avons pas pu voir cette infestation, cette lente dégénérescence faire de nous une société acariâtre, gorgée de détestation pour l'autre, du plus loin au plus proche, de l'Algérien d'une autre région, d'une autre sensibilité politique ou idéologique, d'une autre ethnie, une autre, l'autre, qui pratique une autre langue, jusqu'à notre voisin, notre parent, notre propre frère, et jusqu'à nous-mêmes, que nous ne savons plus aimer, puisque nous n'avons plus cette estime de soi, de soi-même, qui fonde des liens puissants entre les membres d'une même société, dont l'esprit repose sur la dignité, sur le respect pour soi, et donc pour les autres, sur ses penchants ataviques, naturels et grégaires, dans le sens solidaire, dans le sens empathique. Oui, nous ne sommes plus dans la convivialité, dans cette communion qui ne soit pas que formelle, dans cet esprit de patrie qui fait se lever tous les fils d'une même nation quand les droits d'un seul parmi elles sont violés. Nous croyons désormais que le salut est dans le repli sur soi, dans sa petite cage au milieu de sa petite basse-cour, dans ses petites habitudes. Heddi babdari. Le régime mortifère qui a confisqué nos destinées ne pouvait perdurer que s'il nous infestait, que s'il inséminait en notre sein une mauvaise conscience généralisée, que s'il distillait en nos cœurs la haine les uns pour les autres, la haine de tous pour tous. Et il y a réussi au-delà de toutes ses espérances, bien plus que tous les envahisseurs successifs de ce malheureux pays. Et c'est ainsi que certains événements aidants et certaines manipulations et toutes les violences savamment orchestrées, savamment mises en œuvre, notre société est devenue un bouillon de culture où s'agitent et prolifèrent toutes les aversions, toutes les exécrations, chacun se cherchant l'ennemi intime, l'ennemi de choix, allant jusqu'à se l'inventer lorsqu'il n'existe pas. Région contre région, citadins contre ruraux, dans un pays où 90% des gens sont d'extraction rurale, arabistes, ultra-arabistes, ultra, contre l'amazirité, dans un pays où l'identité matricielle est berbère, berbériste ultra, contre toute forme d'arabité dans une destination exprimée en langue française, dans un pays où l'arabité représente un socle identitaire, culturel et linguistique. Laïciste ultra,
qui appelle à l'éradication physique, s'il le faut, de tous les islamistes, aussi démocrates soient-ils, ou pourraient-ils être, salafistes ultra, décrétant des fatwas d'apostasie contre quiconque n'entre pas dans leur vision étriquée de la vie. Un bouillon de culture prospère, ceux qui en profitent, qui jettent de l'huile sur le feu, et comment? Et qui font feu de tout bois, et comment? Où se pratique le mélange des genres, où une benrabrit devient la passionaria des uns et le shaitan rajim des autres. De la même manière que les putschistes d'hier étaient des sauveurs de la République des uns et des criminels de masse pour les autres. La haine est en effet là, et avec une violence latente qui attend de pouvoir s'exprimer, exploser. Pourtant, la haine, comme tous les sentiments noirs et glauques, quand ils nichent dans les cœurs, commence à dévaster ceux-là même qui les portent, ceux-là même qui les crachent et les prodiguent. Et le pire, lorsque cette dévastation prolifère dans les sociétés infectées, et quelles sont les prémices de violence débridée. À Dieu ne plaise. Aujourd'hui. APS-DZ. Plus de 3000 victimes de violences en 2017 à Alger, par APS. Le matin d'Algérie. Cette presse qui sème la haine et la discorde entre Algériens, par Rachid Mouassi. Le Point Afrique. Algérie. Campagne anti-migrants. Ce racisme qui ne dit pas son nom, par la rédaction. Algérie, pourquoi tant de haine? C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai ici avec moi Saïd Aknin, militant des droits de l'homme. Merci Saïd d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Bonsoir Jamaldine, bonsoir téléspectateurs. Merci. Avec nous en Skype, Soufiane Gilali, président de Gil Jadid. Merci d'être avec nous, Soufiane Gilali. Bonsoir. 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 Et Jamila Harshawi, orthopédagogue, qui sera avec nous au téléphone depuis le Canada. Merci Jamila Harshawi d'être avec nous. Bonsoir Azoul. Azoul. C'est moi qui vous remercie. Je remercie également vos invités et toute l'équipe de Magharibiya, y compris vos téléspectateurs. Merci. J'espère que nous allons vous entendre mieux que cela, parce que ce n'était pas très net. J'espère que ça va être arrangé. Saïd Aknin, la haine, est-ce que vous la percevez comme moi personnellement je l'aperçois dans notre société, dans nos échanges réciproques, sur les réseaux sociaux, dans la presse, dans les chaînes de télévision, dans la vie de tous les jours? Est-ce que vous la sentez? Est-ce qu'elle est perceptible? Bonsoir Jamaldine, bonsoir aux téléspectateurs. En effet, je ne suis pas en autarcie. Je vis dans une société, je me sens à part entière de cette société. Chacun de nous a vécu, parfois subi, les affres de cette haine. Parfois c'est des mots, d'autres fois c'est des actes, d'autres fois c'est des conflits familiaux, d'autres fois c'est des conflits de voisinage, des conflits de village, des conflits de ville, des conflits qui parfois n'ont même pas lieu d'être. Ce que je sais, moi, étant jeune, on me raconte qu'après l'indépendance, les gens vivaient en harmonie totale. En harmonie totale, il y avait un bon vivre, un être collectif, il y avait comme s'il y avait, une osmose et cette volonté de vivre ensemble. Aujourd'hui, hélas, nous assistons amèrement à cette exécration de l'autre, à cette détestation de l'autre jusqu'à lui vouloir du mal. Ça, c'est un constat. Et la réalité est peut-être plus amère que le constat. Quand on voit le nombre d'actes de violence, quand on voit les tribunaux qui sont remplis d'histoires entre frères, entre sœurs, entre voisins, entre cousins, pour un lopin de terre, quand on voit des vieux et des vieilles séquestrés par leurs propres enfants
pour qu'ils aient leur pension. Quand on voit des groupes de malfrats semer la terreur dans les quartiers, dans des villes, dans des villages, quand on voit des voisins qui ne se disent pas bonjour, quand on voit, il y a un qui construit 2 étages, il y a l'autre qui construit 5 étages pour empêcher le soleil d'accéder aux voisins. Quand on voit qu'il y a des gens encore autour d'une histoire de fenêtres, voire poignarder le voisin, toutes ces histoires n'existaient pas quand il y avait juste... Si, quand même, un peu, mais on était des êtres humains. Moi, je me rappelle, hein, d'après l'indépendance, il y avait des histoires entre les gens, il y avait de la détestation, hein, mais ce n'était pas à ce point. Ce n'était pas à ce point. Ce n'était pas aussi répandu. La haine n'était pas, j'allais dire, un sport national. Regardez, je vais vous lire, j'ai pris quelques avis sur la page Facebook, là où j'ai annoncé que l'émission d'aujourd'hui allait traiter de ce thème. Abdel Adel qui nous écrit: dans notre cas, la haine provient du mépris de l'injustice qui est imposée par les forts, qu'il met fort entre guillemets, aux faibles, faibles entre guillemets. L'unique réaction qui reste est de répandre cette haine et en faire un sport national. Imaginez un sport national. Tout à fait, Djemeldine. Après, il y a des raisons de tout ça. Oui. L'une des plus grandes raisons... On va y arriver. Je vais faire un tour de micro. Sofiane Djilali, et pour vous qui êtes en Algérie, qui vivez au milieu des Algériens, qui dirigeaient un parti politique et qui avaient maille à partir non seulement avec les gens, mais aussi avec un régime qui vous persécute littéralement, est-ce qu'elle est aussi perceptible pour vous que pour nous, cette haine ambiante? Oui, encore une fois, bonsoir à vos invités et à tous les téléspectateurs. La haine, en fait, bien sûr, est prégnante dans l'atmosphère dans le pays, mais il faut relativiser. Et surtout, la haine, il faut lui donner une explication un peu plus rationnelle. La haine n'est pas un système de vie, c'est un symptôme qui révèle un dysfonctionnement dans la société. Et pour comprendre ce qui se passe et bien entendu anticiper, entre parenthèses, personnellement j'en avais très longuement parlé dans mon précédent livre et comment elle allait se développer et c'était tout à fait prévisible. Il faut comprendre comment une société fonctionne et lorsque cette société ne fonctionne plus, elle va tomber dans les dysfonctionnements et forcément elle va générer des comportements de cette nature-là, c'est-à-dire de la haine, de la tension entre les gens, des névroses collectives, de la violence, etc. Et je vais vous étonner, mais la haine, son pic a été dans les années 90 où il y a eu un très profond bouleversement des consciences, où il y a eu une perturbation extrême de notre système de valeurs parce qu'il venait de s'écrouler. Un homme ne peut pas vivre seul comme un moine isolé dans sa montagne. L'être humain est généralement grégaire. Mais pour organiser cette vie en groupe, il lui faut un code, il lui faut des règles de vie qui sont intériorisées chez la personne et qui sont transmises de façon implicite de génération en génération. Or, l'Algérie, qui a vécu pendant de longs siècles dans un système traditionnel, a, à partir de l'indépendance, commencé à voir s'écrouler l'ancien système de valeurs parce qu'il ne correspondait plus au monde actuel. Par exemple, pour un peu saisir ce que je dis, dans les années 40 ou 50, l'individu avait très peu d'importance face au groupe. Un enfant d'une famille appartient d'abord à sa famille, on le marie selon les intérêts de la famille, on lui crée son nouveau foyer selon les intérêts, selon les choix qui sont faits. Et donc, en gros, il est employé à faire bénéficier le groupe, chacun à son niveau. Celui qui travaille la terre ou celui qui travaille au loin, qui doit envoyer l'argent à la famille, etc. Or, ce système de fonctionnement ne tient plus dans le cadre du monde moderne
et de la globalisation qui s'impose à tout le monde. Maintenant, petit à petit, il y a une dérive de ce système de valeurs vers un autre, où il y a plutôt une place à l'individu qui veut avoir sa vie, qui veut gagner de l'argent, qui petit à petit est devenu matérialiste et individualiste. Et dans cette dérive-là, forcément, toute l'armature et la structure de la société traditionnelle ne tient plus. Alors il y a eu un moment, une tentative de garder tout ça par un retour assez violent d'ailleurs, soit à la dimension religieuse ou à la dimension identitaire. Mais au final, les nouvelles valeurs se sont imposées et ont créé ce dépassement. Donc aujourd'hui, l'Algérie se trouve dans une phase post-traditionnelle, c'est-à-dire que la tradition n'a plus d'effet, ne maintient plus la cohérence du groupe, mais nous ne sommes pas en phase moderne. Nous sommes entre les deux chaises et c'est là où il y a énormément de difficultés à gérer, parmi lesquelles l'effondrement de la morale religieuse en même temps que la morale et en même temps que les structures de la tradition a créé un vide et toutes les barrières inhibitrices dans le comportement humain ont été brisées, et ce qui vous explique ce déchaînement de violence qui a une origine, j'allais dire, psychologique et psychosociologique, et qui est due à cette phase transitoire qui est très mal gérée. Et je reviens à vous dans un moment parce que vous soulevez une question très pertinente, très intéressante, de cette phase qui est post-traditionnelle, mais qui n'est pas encore entrée de plein pied dans le moderne. Et je vais revenir à vous. J'aimerais que vous creusiez un peu ce filon, Soufiane Djilali. Jamila Harshawi, et pour vous, est-ce que c'est perceptible? Est-ce que les Algériens qui arrivent au Canada tout frais, j'allais dire débarqués, qui ne sont pas encore imprégnés de l'ambiance au Canada, est-ce que vous sentez en eux cette, j'allais dire, je ne dirais pas cette haine, disons cette attitude crispée, cette attitude douloureuse qui est en nous, même après 20 ans à l'étranger, qu'on semble avoir hérité de quelque chose? Oui, justement, vous me faites rappeler un cas, je viens de m'en souvenir tout de suite. Moi, quand est-ce que ça m'a vraiment, vraiment inquiétée? C'est le jour où j'ai entendu quelqu'un, un Algérien, vouloir, donc il espérait retourner au pays. Bon, c'est vrai que c'était suite à un divorce. Probablement que c'est un mécanisme de défense psychologique qu'il a employé, mais quand il m'a dit quelque chose qui m'a complètement renversée, il m'a dit il vaut mieux نعاود نولي للبلاد. قلت له علاش؟ قال لي باسكو في البلاد نعرف كيفاش نعبز القفالي. قلت له كيفاش في البلاد تعرف تعبز؟ قال لي هنا non, c'est trop rigide. C'est-à-dire, en fait, ce qu'il voulait dire, moi, c'était ahurissant de l'entendre dire ça. قال لي وي هنايا القانون في القانون ما كاش يا با قال لي تما ما نعرف c'est-à-dire كاين المعارف يا دي tuyaux. En fait, il y a quelque chose qui s'est développé chez nous en Algérie qui est devenu normal, c'est-à-dire que c'est l'économie souterraine, c'est le marifa, c'est fini. On dirait que les gens sont dans un système un peu comme dans la caverne de comment ça s'appelle Ali Baba. Là, mais bon. Oui, ou alors la caverne de Platon, en fait, plutôt. La caverne de Platon. Oui, oui, je vous laisse poursuivre, Jamila. Je vous laisse poursuivre. Pardon. Oui, vous m'avez compris. Et donc, quand il m'a dit ça, j'ai trouvé ça ahurissant. C'est-à-dire, je préfère retourner dans l'anarchie dans laquelle je me suis habituée. C'est-à-dire, c'est comme si on devient un peu anormal. On s'habitue à l'anormal. Bon, pour ne pas trop tarder, en fait, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est de parler, surtout en commençant par une citation de Kawakidi, Abdelrahman Kawakidi, dans son livre Le despotisme, dans laquelle il dit, donc, l'istibdad يقلب الحقائق في الأذهان فيسوق الناس إلى الاعتقاد أن طالب الحق فاجر وتارك حقه مطيع والمشتكي المتظلم مفسد
والنبيه المدقق ملحد والخامل المسكين صالح، ويصبح كذلك النصح فضولا والغيرة عداوة والشهامة عتوا والحمية حماقة والرحمة مرضا، كما يعتبر أن النفاق سياسة وتحايل كياسة والذناءة لطف والنذالة دماءة. Ça veut dire en fait que la dictature finit par tout détruire. Par tout bouleverser des échelles, de l'échelle des valeurs pour les mettre sens dessus, dessous, quasiment. Tout à fait. Exactement. C'est-à-dire que la dictature, en fait, elle réussit à détruire même la religion, même l'être humain, même les valeurs, même ce qui était culturel chez nous, par exemple, qui faisait en sorte que les villages étaient unis, comme par exemple l'esprit de démocratie de Tejma en Kabylie, où les gens traitaient, c'était un système démocratique, c'était une sorte d'assemblée où les gens, il y avait des règles, il y avait une morale, il y avait des valeurs extraordinaires. Et quand, par exemple, une fois ma cousine, je lui ai demandé, je lui ai dit, قولي لي علاش ما تروحيش عند اختك؟ قالت لي ça fait longtemps ما رحتش عندها. قالت لي tu sais يعني باش نشوفوا les cultures la culture تاعنا كيفاش elle s'est retournée قالنا هي تمي على الناس على الانديفيدو. قالت لي tu sais ما عنديش واش ندي لها، ما عنديش دراهم. قلت لها كيفاش تدي لها، واش لازم تدي لها؟ قالت لي باسكو شو اوبليجي ندي لها باطا حلوه تكون مع سابيل فامي وانا نحشم نروح ليها. جي فريمون نحشم نروح ليها يديها فارغين comme on dit. Exactement. Jamila Harshawi, vous savez, Jamila, vous me faites penser à quelque chose de très vrai quand vous dites renversement des valeurs. Vous avez parlé de solidarité avant dans nos villages, Tejma'at, nous à l'est, en Chaoui, on dit Jma'a. Moi, je me rappelle de cette solidarité tribale avant, je m'en rappelle très bien. Elle s'exerçait dans le bon sens. Ça veut dire le plus pauvre, les gens essayaient de l'aider. Quand il y avait un décès, c'est tout le monde qui cotisait. Quand il y avait un mariage, c'est tout le monde qui mettait la main à la poche. Quand on construisait une maison, c'est tous les gens qui s'improvisaient maçons. Ça veut dire que ça allait dans le bon sens au sein de la tribu. Maintenant, au sein de la tribu, vous savez ce qu'ils font? Ils ne sont solidaires que pour élire le leur. Et au point où ils disent Hamarna ou Hassan Nes. On vote pour celui de notre tribu, même si c'est le dernier des derniers. L'essentiel, c'est qu'il soit des nôtres. Et lui, après, quand il est élu, il n'agit pas en tant qu'élu de la nation, mais élu de sa tribu pour ne rendre service qu'aux gens de sa tribu. C'est dire un peu combien vous avez raison, Jamila Harshawi. Justement, je voulais aussi citer comme exemple la société Mzab. Les Mozabites, il y a une cohésion sociale extraordinaire. C'est vrai que je ne suis pas tout à fait d'accord avec Sofiane Zilali lorsqu'il fait allusion un peu aux années 30 et 40. En fait, d'après moi, c'est une vision occidentalo-centriste un peu. C'est un peu vrai ce qu'il dit. Mais je trouve que c'est vrai que eux, l'aliénation qui a été faite avec leur religion, c'est pas la même religion, l'islam, c'est autre chose. Je n'ai pas entendu Sofiane Zilali dire cela. Je le laisserai vous répondre, mais je n'ai pas entendu dire ceci. Bien sûr, oui, d'accord, tout à fait. Mais ce que je veux lui dire, c'est que c'est vrai, il y a ce qu'il dit, il y a du vrai en fait. Mais lorsque l'Occident, c'est vrai, quand il dit par exemple qu'ils sont passés à une autre étape en Occident, parce qu'il y a eu l'industrialisation. C'est ça qui a fait que la configuration sociale en Occident a totalement changé dans le sens où l'individu a pris le dessus par rapport à l'esprit de... avant, c'était le système de caste, c'était le fils de paysan qui devait être de façon immuable toujours le fils de paysan, et le fils d'une royauté qui devait être roi parce que c'est l'héritage, c'était le système d'héritage qui fonctionnait. C'est dans ce sens que je veux lui dire que, alors que chez nous, par exemple, par exemple, c'était le quartier كامل لازم ياكل لازم نعطوا له اللحم. احنا دركا je vois des femmes تقول لها لتا voisine صح فيك انا شريت الكبش انت ما شريتيه. C'est-à-dire qu'on est devenus, on est des dictateurs, même avec les aspects les plus nobles
de notre religion et de notre culture. Et ça, c'est impensable, c'est complètement injuste. Restez avec nous, Jamila. Je reviens à vous dans un moment. Saïd Akdin, parmi les nombreux sujets de polémique, mais alors, je ne dirais pas stériles, puisque c'est des polémiques quasiment enragées, très violentes, très haineuses, qui ont lieu au sein de la société algérienne. Il y a c'est plus que de la polémique, cette guerre rangée, quasiment larvée, même si elle est le fait de minorités, hein, entre salafistes ultra et éradicateurs ultra, comme ils disent, mais dans le même temps, entre berbéristes, et surtout c'est là où j'aimerais que vous interveniez, entre berbéristes ultra, je ne parle pas des berbéristes qui revendiquent leur identité, il n'y a rien de plus légitime, qui demandent à ce que leur langue soit hissée au rang qui est la leur. Et de l'autre côté, des arabistes ultra qui tirent à boulet rouge sur la berbérité, de la même manière que les berbéristes ultra affichent ouvertement leur haine de la langue arabe. Comment pourriez-vous... Vous avez bien fait de dire ultra. Oui. On rajoute à cela minorité. Oui. Il faut rajouter aussi la manipulation extérieure qui amplifie un certain nombre de phénomènes marginaux parce que dans cette situation, l'agitation, elle est plus porteuse que la pédagogie. Et ce qui s'agite, c'est le tonneau vide qui fait beaucoup de bruit. Oui. On assiste à travers les réseaux sociaux et dans un certain nombre de discussions, dans un certain nombre de vidéos, à des insultes réciproques. Je m'insurge contre et je condamne ce genre d'insultes, de côté comme de l'autre. Ce qui fait que cette situation dure et perdure, c'est son instrumentalisation par le régime. Afin de se maintenir, il faut opposer la société les uns contre les autres, créer des formes de bipolarisation stérilisantes, transformer la diversité en division, transformer ce qui est censé être richesse populaire dans la société en source de conflit dans la société pour lui permettre de se maintenir en place. Moi, j'ai lu Abderrahman Moussaoui, Raison de la violence en Algérie. Je ne suis pas partisan de ceux qui approuvent les raisons racialistes et colonialistes, comme quoi l'être algérien a une impulsivité criminelle. Absolument pas. L'Algérien, comme j'ai dit au début, c'est un être humain aimant. Regarde, je vais te dire les éléments, un élément fondamental de l'altruisme, de l'humanisme, de l'altérité, lequel des villages en Algérie n'a pas un saint dans son village. Quelles sont les raisons de ce saint? C'est-à-dire pourquoi il a été désigné comme saint? Parce qu'il a fait un sacrifice suprême pour la communauté. Parce qu'il a fait une grande offrande pour la communauté. C'est pour ça qu'il a été élevé au rang de saint. Un bienfaiteur. Un grand bienfaiteur. C'est pour cette raison. Maintenant, les raisons de ce qu'appelle Mohamed Darkoun les tragédies historiquement programmées. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est une tragédie historiquement programmée et les raisons de sa programmation. La première, c'est le terrible échec de la décolonisation. Il est vrai qu'après l'indépendance, il y avait une euphorie et il y avait une fierté. Et puis, très vite, c'était la désillusion, ce qui a créé des névroses, ce qui a créé des frustrations, et le pouvoir, le système, ce qu'il a fait, il a détourné toutes ces névroses, au lieu qu'elles soient dirigées contre le pouvoir, elles sont dirigées entre les éléments de la société, entre eux. Et puis, il a cloné les structures. Il y a une structure autonome, on lui crée une structure à côté. Il y a un parti d'opposition, on lui crée un faux parti d'opposition. Et c'est comme ça qu'on a régenté la société pendant un certain temps. La deuxième, c'est l'échec du projet politique d'une république algérienne démocratique et sociale. C'est-à-dire
l'espace qui était censé pacifier les relations sociales est devenu un élément de construction et de la fabrique de la haine dans la société et de la ségrégation sociale. C'est aujourd'hui, je vais dire, la pire violence que j'ai vécue de ma vie. C'est les jours où j'ai entendu « sale pauvre ». Sale pauvre. Sale pauvre. Ça, c'est la pire violence que j'ai entendue de ma vie. Mais aussi, j'ai donné la meilleure des répliques de ma vie. Je suis riche de ma dignité et de mes valeurs. Le troisième élément, l'échec du projet d'une société humainement structurée, émancipée et à structure citoyenne. Les structures qui ont été créées juste après l'indépendance étaient des structures usurpées et il y avait eu des divisions qui ont été créées dans la société. La première, la famille révolutionnaire, c'est comme s'il y a une famille révolutionnaire, il y a une autre famille, on n'en sait absolument pas laquelle. Moi, je n'approuverai jamais ceux qui vont me dire qu'effectivement, en société, il y a un conflit dans les années 90 entre le traditionnel et je ne sais pas quoi. Dans les années 90, il y a eu un conflit entre une junte militaire, ce qu'on appelle des éradicateurs, qui ont spolié le peuple algérien, qui est la continuité de ceux qui ont spolié l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tous les généraux qui étaient derrière le coup d'État sont devenus riches, alors que le pays vit la plus grande crise depuis l'indépendance confisquée. Ils sont devenus milliardaires en dollars. Effectivement, c'est ça. Ouais. Après, il y a le non-règlement des conflits avec l'histoire. Aujourd'hui, tout est passionné. Si on ne peut pas dépassionner les questions de l'histoire, on ne peut pas, par exemple, apporter un regard critique, scientifique, intellectuel sur un personnage, sur un élément qui constitue pour nous une référence identitaire. Ajoutons à cela les questions économiques. Les questions économiques ont créé, c'est-à-dire... Je vous laisserai nous les dire après. J'essaye de faire un tour. Oui. Les classes sociales. Je reviens à vous et je vous laisserai poursuivre. Sofiane Gilali, donc, vous disiez tout à l'heure, c'est très intéressant, comme je vous le disais, que nous semblons nous trouver en quelque sorte au milieu du gué, dans une phase post-traditionnelle, mais que nous ne sommes pas vraiment entrés dans une vraie modernité, dans une vraie perception de la vie en communauté telle qu'elle devrait se pratiquer de nos jours. D'après vous, pourquoi au juste ? Oui, absolument, parce que d'abord, la modernité est un concept qui n'est pas maîtrisé et facilement maîtrisable. Même l'Europe, lorsqu'elle est rentrée dans sa phase de révolution, c'est-à-dire elle s'est détachée de la tradition et a mis les pieds après chaque pays selon sa situation historique. Par exemple, l'Allemagne, c'était après la révolution un peu religieuse avec Luther. La France, c'était après le siècle des Lumières. Et la révolution industrielle est venue comme un couronnement d'un changement, d'une mutation de mentalité. Et ce n'est pas la révolution industrielle qui a entraîné les changements, mais c'est le changement mental qui a créé la révolution industrielle. L'Algérie vit aujourd'hui cette phase-là. C'est-à-dire, petit à petit, on est en train de muer. On abandonne un système de valeurs qui a très bien fonctionné pendant de longs siècles, mais qui aujourd'hui est en déphasage. Il est déconnecté parce que la créativité humaine, l'imagination, l'évolution a fait qu'il y a d'autres éléments, d'autres facteurs. Alors, les petits groupes, les Jma'a ou Tajma'at, comme vous disiez, fonctionnaient bien parce que c'était des petits villages où tout était contrôlé, où il y avait une très forte consanguinité. Vous savez que la famille algérienne est fortement consanguine puisqu'elle est endogame. Il y a 30% à peu près des mariages se faisaient entre cousins-cousines. Et tout ça donnait des tribus qui étaient contrôlables à l'intérieur. Mais en même temps, les valeurs qui les constituaient ou qui leur donnaient leur dynamique, leur vie, ce sont ces valeurs-là qui, une fois face au monde moderne, se sont mises à déraper. Et là, vous avez une exacerbation, une exaltation de ce qui aurait dû être des valeurs d'équilibre, sont devenues des valeurs de déséquilibre. Je vous donne un exemple. Dans la période médiévale, 16e, 17e, 18e siècle, il n'y avait pas le savoir. L'autorité était
légitimement accomplie ou assumée par les gens âgés. C'était normal puisqu'ils avaient le plus d'expérience. Or, aujourd'hui, si vous transposez à l'ère actuelle, il n'est pas possible de donner son destin à un homme tout simplement parce qu'il est vieux. Il faut qu'il ait la compétence, il faut qu'il ait les contacts, il faut qu'il ait, etc. Et dans la société traditionnelle, c'était tout à fait normal que l'autorité s'exprimait aussi par une autorité, j'allais dire, de fait. C'est-à-dire le plus âgé, lorsqu'il a dit son mot, personne n'a le droit de remettre en cause. Et il s'est développé un rapport de dominant à dominé qui était naturel dans le cadre de la société traditionnelle. Or, aujourd'hui, le comportement de l'Algérien, bien sûr, il y a des réminiscences. Il ne sait se comporter que dans cette relation de dominant à dominé. Et oui, si mais excusez-moi de vous interrompre, puisque vous donnez l'exemple de l'Occident. L'Occident a su passer d'une phase à une autre, du Moyen-Âge à la Renaissance, de la Renaissance au temps moderne. Il a su donc troquer, en quelque sorte, ses anciennes structures sociales par d'autres qui sont similaires, mais qui sont adaptées au temps. Hein. Il est passé comment dire, du compagnonnage à la corporation, au syndicat, est parti de la vassalité, suzeraineté aux partis politiques. Mais nous paraissons rester dans les temps anciens, alors que nous avons tous les dehors de la modernité. Tous les dehors, nous avons des institutions, nous avons des journaux, nous avons des voitures, nous avons des autoroutes, mais ce sont des coques vides. À l'intérieur, nous sommes restés non pas traditionnels, mais très fortement réactionnaires. Écoutez, M. Belchennouf, est-ce que vous pensez que l'Europe a fait cette mutation gratuitement? Il y a eu des guerres intestines extrêmement violentes. Il y a eu la guerre de 30, la guerre de 100 ans, mais il y a eu les guerres entre protestants et catholiques, il y a eu des régicides, etc. Cette violence-là, d'ailleurs, la violence de l'homme blanc en général est connue, même si aujourd'hui elle est couverte. Il n'y a pas si longtemps que ça, moins d'un siècle, il y a eu des dizaines de millions de morts dans 2 guerres mondiales extraordinairement violentes. Donc ne pensez pas que la violence maintenant est inhérente à la société algérienne. Mais ce que je voulais faire toucher du doigt... Pas la violence, la stagnation. Oui, mais ce que je voulais faire toucher du doigt, c'est que l'Algérien est en train de changer de façon extraordinaire. Bien sûr que ce changement est douloureux. Il s'exprime aussi avec une exacerbation de certains sentiments, tels que la haine, tels que la violence, etc. Et on peut s'attendre aussi à encore d'autres problèmes. Mais globalement, la société est en train de s'équilibrer. La femme trouve une nouvelle place, les rapports entre les hommes, les familles se changent, bien sûr dans le cadre de cette mutation qui reste douloureuse. Maintenant, la question fondamentale qui se pose pour nous en tant qu'hommes politiques ou intellectuels ou ceux qui veulent réfléchir, c'est quelle modernité proposer? Parce que là aussi, il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Il n'y a pas une modernité, celle qu'on voit en Occident. L'Occident a trouvé sa modernité. À nous de trouver notre modernité. Et elle doit être conçue, réfléchie et mise en œuvre par des Algériens sur la base de valeurs endogènes. Et cela est très faisable, c'est possible. C'est tout le travail que nous essayons d'accomplir. Mais il faut bien prendre conscience de nos points forts et de nos faiblesses, de ne pas se laisser entraîner par un pessimisme au vu de cette violence apparente aujourd'hui, parce que ce que vous disiez est vrai aussi, qu'il y a une forme d'hypocrisie généralisée qui est très exacerbée, parce qu'à la base, dans la société traditionnelle, elle a été construite sur l'étouffement des désirs, sur l'interdit, sur le cloisonnement, sur le refus de l'étranger, etc. Et ça, il faut le décrire dans le détail. Et je reviens à vous pour le mot de la fin, Soufiane Djilali. J'essaye d'être équitable dans la répartition de la parole. Jamila Harshawi, il nous reste à peu près 4 minutes chacun de vous trois pour en revenir à ce sujet de cette haine ambiante qui semble avoir infesté la société algérienne.
y compris les Algériens qui parviennent à quitter le pays, à aller ailleurs et qui portent en eux comme une charge négative, comme une charge dont ils voudraient bien se débarrasser par ailleurs. Oui, justement, en fait, moi, je vais juste éclaircir quelque chose. Oui. Moi, quand je parle de la société traditionnelle, ce n'est pas pour faire, parce que j'aspire à un retour au tribalisme ou quoi que ce soit. C'est juste pour dire que l'État, normalement, se doit de protéger l'individu. Et c'est le contraire qui s'est produit. Quand j'ai cité la société, la micro-société mozabite, je voulais dire qu'elle offre justement cette cohésion sociale dont l'État n'a pas été capable d'offrir et de réaliser dans la société, cet épanouissement. Et cette société donc, qui est mozabite, en plus des valeurs qu'elle a, elle favorise cette insertion des acteurs. Et cette naissance justement des solidarités collectives et tout qui est basée sur les valeurs, on la voit sur le terrain. L'enfant mozabite, par exemple, vous savez, les pédagogues, tous les spécialistes en neuropsychologie s'accordent à dire que l'enfant doit apprendre par lui-même, c'est-à-dire en pratiquant. C'est pas juste de la théorie. Et l'enfant mozabite, dès qu'il sort de l'école, il s'en va au magasin de son père pour apprendre les mathématiques et pour apprendre des choses concrètes. C'est dans ce sens, je dis, c'est-à-dire que l'État a failli à son devoir. Voilà. Et quand M. Sofiane Zilali donc a parlé du vieux, de la tribu, en fait, c'est pas le vieux le plus âgé, mais c'est le sage. C'est l'État en termes de sagesse. C'est ça. Par exemple, il y a des sociétés dans un pays, je ne sais plus lequel, j'ai oublié, il y a des Indiens, par exemple, qui ont été chassés par un dictateur. Et le groupe qui a justement tenu à ces valeurs culturelles, c'est celui qui a fait preuve de plus de résilience par rapport au groupe qui s'est complètement détaché. Ils sont partis en exil et quand ils sont revenus, ce sont eux qui ont réussi le plus. Ils ont construit justement un village qu'ils ont appelé Esperanzo, qui s'appelle l'Espérance. Voilà, donc c'est dans ce sens. Mais Jamila Harshawi... Quand le citoyen est exclu, quand il ne participe pas aux gains économiques dans son pays, ben, il se sent inutile parce qu'il a été trahi. Au lendemain de l'indépendance, il y avait cette fierté nationale, cette conscience nationale qui a fait que les gens se sont sacrifiés, ils étaient prêts à sacrifier leur sang pour ce pays. D'ailleurs, il y a Sandor Sadamon, juste après, où la femme a donné tous ses bijoux pour ce pays. Et après, ils se sont sentis dans le gouffre. Il y a eu une dislocation totale parce qu'il n'y a pas eu d'industrialisation. Il y a eu une course des assoiffés de pouvoir qui se sont... c'est un clan qui a confisqué le pouvoir et voilà où nous en sommes arrivés, malheureusement. Voilà, et donc les gens ne se sentent ni dedans, ni dehors. C'est-à-dire ni en dehors des valeurs, ni dedans. Ces valeurs qui faisaient du sens avant, qui leur apportaient une cohésion sociale, c'est plus le cas aujourd'hui aussi, parce que ça devient du folklore. Et c'est devenu pire encore un instrument d'oppression des uns et les autres. Et au lieu de faire un travail sociologique, d'inviter justement des gens pour faire ce type de débat, justement, je vous remercie d'organiser ce genre de débat dont on a besoin justement que ça se refasse le plus possible, d'autant plus qu'il y a eu des traumatismes, un syndrome post-traumatique après les événements de 90. Il n'y a eu aucun travail, ni psychologiquement parlant, ni socialement parlant, ni absolument rien, c'est le désert. Et restez avec nous, Jamila Harshawi. Je suis désolé de vous interrompre. Saïd, vous vouliez poursuivre sur ce que vous disiez. Je voulais parler des classes sociales. Des classes sociales, de ceux qui n'en ont pas et qui sont frustrés de ne pas avoir, et de ceux qui en ont, qui sont là à faire dans l'ostentation. On fait toujours partie d'une classe sociale. Même si on ne l'a pas choisi, qu'on le veuille ou non. Hein. On est dans les plus pauvres ou dans les plus riches ou dans les moyens. Exactement. Ouais. Mais par contre, à un certain moment, on nous a fait croire qu'il n'y avait pas.
Alors qu'on vit tous dans des quartiers, on vit tous dans des villes. On sait qu'étant fils de pauvre, on ne pourra jamais se marier avec la fille du riche. Ça, c'est une certitude. Et ça, avec mes amis, on en discute assez souvent pour essayer de décortiquer les frontières invisibles de la société. Et là aussi, ça crée des névroses, et ça se transforme parfois, c'est-à-dire ce qui est en soi, on le projette à l'extérieur. En fait, c'est juste une forme de violence contre soi. Cet étalage, Saïd, très intéressant, cet étalage outrancier de richesses mal acquises, de richesses indues. La plupart des riches en Algérie, pour dire la vérité, la plupart des gens riches, ces richesses ont été acquises de façon plus ou moins trouble, plus ou moins malhonnête. Et pourtant, les gens ne se cachent pas. Ils exposent et ils vont même provoquer ceux qui ne sont pas bien pourvus. On ne peut pas, il est très difficile d'avoir une richesse saine dans un système malsain. Mais est-ce que cet étalage des richesses n'est-il pas une cause, quelque part, de cette explosion de haine? Ça crée des frustrations, ça crée des névroses. Parce qu'il y a certains qui se disent, mais pourquoi que c'est lui et c'est pas moi? Pourquoi que lui, il a pu avoir accès à tout et ce n'est pas moi? Et ainsi de suite. Et puis, par la suite, ça s'exprime. Mais maintenant, essayons de relativiser les choses. L'Algérie, c'est 40 millions de personnes. L'Algérie, c'est les 40 millions, il y a juste une minorité qui est là, qui s'adonne tous les jours à des actes de violence, de haine, d'une façon gratuite. Il y en a d'autres d'une façon sporadique. Là, justement, mais par contre, le grand peuple algérien, les richesses populaires, ne sont pas... Ils attendent que, justement, que ceux qui sont censés le porter vers l'avant, ceux qui sont censés le faire sortir de cette situation. Il est temps qu'on tue nos égos. Il est temps qu'on remette dans le placard nos ambitions individuelles, nos conflits qui ne sont même... Mais quand on voit les partis d'opposition se chamaillent, quand on voit des intellectuels qui sont censés éclairer de la société se chamaillent, oubliant complètement les valeurs fondatrices de la société algérienne. La société algérienne, c'est une société humaniste, c'est une société altruiste, c'est une société solidaire. Vous êtes sérieux quand vous dites ça? Je suis sérieux et je sais de quoi je parle. Elle était ou elle l'est maintenant? Elle l'est toujours. Il n'y a pas un jour, Djemel-Dine, où il n'y a pas un acte altruiste dans chaque village algérien dont on ne parle pas. Justement, rendre visible ces actes humanistes participera à guérir la société et à la ramener vers le meilleur d'elle-même. Il est temps, je lance un appel à ceux qui ont le savoir et la connaissance, d'élaborer un traité social de l'éthique où on va justement mettre en lumière le meilleur de nous et essayer... Dans tous les domaines? Dans tous les domaines. Et d'essayer justement d'améliorer ce qu'il n'y est pas. Il est temps justement de donner l'exemple au peuple algérien et ce peuple est là, les ressorts pour pouvoir avancer. Et les exemples sont multiples de la résilience sociale, de la résilience éthique et de la construction citoyenne de la cité algérienne. Sofiane Gilali, le mot de la fin vous revient et vous allez avoir 3 longues minutes pour nous dire ce que vous pensez et comment il faut faire pour sortir de ce cloaque, j'allais dire. En réalité, c'est un débat très profond et on va être un peu tous frustrés de ne pas aller jusqu'au bout. Oui. Mais on aura probablement l'occasion d'en reparler. Certainement. D'ailleurs, j'espère vous inviter à venir dans nos studios pour parler de votre livre que je trouve très intéressant et que je suis en train de lire. Mais je vous en prie. Avec grand plaisir. Merci. Alors, juste pour essayer de conclure, l'être humain fonctionne en groupe. Pour que le groupe fonctionne normalement, dans la paix, dans l'efficacité, il intériorise des règles. Ces règles-là sont transmises de façon inconsciente. Lorsque, pour une raison ou une autre, le groupe se trouve dans un environnement qui le déstabilise, il doit recréer de nouvelles règles. C'est exactement comme un ordinateur, vous avez un logiciel, tout fonctionne bien jusqu'au jour où il y a de nouvelles fonctionnalités et alors soit vous réactualisez votre logiciel ou alors il commence à bugger. Nous buguons, les Algériens. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? D'abord, bien comprendre les processus qui sont en marche, définir quelle doit être ou quelle peut être notre modernité et ensuite offrir aux Algériens un arsenal juridique qui va les tenir un peu comme un exosquelette.
C'est-à-dire que autant que l'individu, lorsqu'il est éduqué très tôt dans le cadre de certaines valeurs, il va les répéter de façon naturelle sans s'en apercevoir, autant la période que nous vivons, nous devrons passer par une forme de contrainte extérieure, comme un exosquelette, par une législation assez rigoureuse. C'est le cas, par exemple, en Grèce du temps de Périclès, je pense, où il y avait Dracon qui avait fait les lois draconiennes pour mettre un peu les gens en ordre. C'est exactement l'expérience qu'ont vécue les Algériens lorsque la ceinture devenait obligatoire au volant. Et au début, ils trichaient tous systématiquement, mais un beau jour, ils ont fini maintenant par l'intérioriser. Et chaque Algérien qui prend la voiture va la mettre tout à fait naturellement. Donc nous allons avoir une phase où il va falloir un petit peu contraindre la population, mais par l'action pédagogique, par l'explication, par les médias, par un tas d'instruments pour leur offrir une possibilité d'être dans le bonheur. Notre système aujourd'hui rend malheureux l'homme, la femme et l'enfant. Il faut qu'on arrive à s'entendre sur de nouveaux rapports, une nouvelle structure de la société qui respecte nos valeurs authentiques, mais qui offre la place au bonheur de tous. Sophia El Jilali, merci. Jamila Harshawi, merci. Saïda Knin, merci. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Je voulais juste vous dire une chose, vous la rappeler. Vous savez, quelqu'un, je ne sais plus qui, un sage en tout cas, a dit la haine et tous les sentiments noirs et glauques ont ceci de juste, c'est qu'ils commencent par ronger le cœur qui les porte. Quand nous haïssons quelqu'un, cette personne ne sait peut-être même pas qu'on la haït, qu'on la hait, pardon. Ou quand on la jalouse, elle ne sait peut-être même pas qu'on la jalouse. Quand on lui en veut, pareil. Par contre, nous, qui portons ces sentiments en nous, nous ne pouvons pas dormir. Ça nous dévore de l'intérieur. Et c'est nous qui en souffrons. Merci beaucoup. Bqaw ala khair, b'slama.